BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy. Et il est midi une sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel de l'actualité économique du jour et une série d'indicateurs ce matin en France. D'abord, l'inflation qui marque le pas en juin. Hausse de seulement 1,8% des prix à la consommation sur un an après 2,4% en mai. L'INSEE met en avant l'accalmie sur les prix de l'énergie après l'annonce mi-juin d'un protocole d'accord au Moyen-Orient. Autre indicateur, celui des dépenses de consommation des ménages. Cette fois-ci pour le mois de mai, dépenses en hausse de 0,5% sur un an, liées selon l'INSEE au surcroît de consommation de gaz et d'électricité dans un printemps déjà particulièrement chaud. Inflation oblige, le taux de rémunération du livret A va bel et bien augmenter à partir du 1er août. Confirmation du ministre de l'économie ce matin qui précise que le niveau sera tranché mi-juillet. Il y a 15 jours, le patron de la Caisse des dépôts estimait que mathématiquement le livret A pourrait passer d'1,5% à 1,8%. Mais la décision finale reviendra à Bercy. Enfin, un mot de l'actualité des entreprises. Avec l'envolée spectaculaire de la biotech Abivax sur les marchés, le titre prend plus de 30% à la Bourse de Paris après la publication de résultats positifs sur son traitement contre la rectocolite hémorragique, une maladie inflammatoire de l'intestin, traitement qui en est à sa dernière étape d'essai clinique avant une demande de commercialisation. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO. Votre programme avec Bien Ici. On est bien ici. Trouvez votre futur logement par vide quartier et temps de trajet sur bienici.com. BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy. Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner. J'allais dire comme tous les jours, une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements, mais non, une demi-heure pour parler logistique aujourd'hui. Pas de pro de l'IMO, non, 3 pros de l'IMO en plateau. On va débattre, on va discuter. C'est quoi l'immobilier logistique? Comment je peux investir? Est-ce que c'est encore porteur? Qu'est-ce que je mets dans l'immobilier logistique? C'est toujours la question à laquelle je reviens. Est-ce que c'est juste les entrepôts avec 3-4 colis dedans? Est-ce qu'il y a d'autres éléments dans cet immobilier logistique? Combien ça rapporte? Est-ce qu'on est en bout de course sur l'immobilier logistique? Est-ce qu'il faut investir plutôt dans les data centers? Les 3 invités en plateau me regardent en disant « Mais c'est pas du tout le sujet, Marie !» Eh ben on y rentre tout de suite dans le sujet, c'est l'heure du débat. Les experts de l'IMO, le débat. Et à mes côtés, Romain Welch, le président de Théorème. Bonjour Romain. Bonjour Marie. À mes côtés également, John Balté, le directeur marketing de GSE. Bonjour John. Bonjour Marie. Et un petit nouveau, j'ai envie de dire, Julien Mongois, cofondateur de FIRE. Je l'ai dit bien, hein? Bonjour. Très bien. Bonjour Marie, ravi d'être parmi vous. Eh ben, ravi aussi de vous compter parmi nous, parce qu'aujourd'hui, on va avoir un sujet un peu technique, mais qu'on va essayer de traiter calmement et puis surtout avec énormément de pédagogie. Je l'ai dit en préambule, on va parler immobilier logistique, on va prendre le temps de bien le faire, mais d'abord, on va prendre le temps de le définir, cet immobilier logistique. Messieurs, je ne sais pas lequel de vous souhaite démarrer, mais je veux que vous m'expliquiez très concrètement, c'est quoi l'immobilier logistique? C'est un entrepôt avec des colis dedans ou pas? Allez, je me lance. Ah, merci Romain. Parce que là, il me regarde avec des yeux ronds en disant elle n'a rien compris, c'est pas possible. On peut mettre énormément de types de bâtiments dans l'immobilier logistique. En général, c'est une classe d'actifs qui est un peu plus large que la simple logistique, qui fait de l'industriel et de la logistique. Donc, les bâtiments industriels, ce sont les bâtiments dans lesquels il va y avoir une activité de production. Les bâtiments. C'est pas que du stockage, quoi. Dès lors qu'on est sur de l'industriel, il y a vraiment des machines qui permettent de fabriquer des produits. Et souvent, à proximité ou à coller, il y a également des bâtiments de stockage dans lesquels on peut stocker les pièces en attente de livraison. Mais vous avez également des bâtiments qui permettent de gérer des flux, donc de grouper, de dégrouper, des bâtiments de messagerie qui rentrent dans le grand ensemble de bâtiments logistiques. Et puis, nous, chez Théorème, on a l'habitude de rajouter 2 types de bâtiments que sont les centres de données, puisqu'on a dit que vous le mettez dedans. Vous le mettez dedans, le centre de données, le data center. Le data center, exactement, puisque c'est quand même un bâtiment très spécifique dans lequel il y a énormément de machines, de serveurs qui permettent de stocker des données. Et on met un autre type de bâtiments qui font plus partie du type de bâtiment de
production que sont les bâtiments de life science dans lesquels on fabrique ou on recherche les futurs médicaments. Voilà ce que nous, on met... Life science. Pardon. Alors, je vous explique, parce que c'est une espèce de private joke, mais je raconte quand même à nos auditeurs et téléspectateurs. On essaye d'éviter les anglicismes, messieurs, parce que déjà, le sujet est suffisamment compliqué. Mais bon, je suis un peu un boulet. Life science, vous mettez quoi dedans ? C'est les bâtiments de recherche sur les sciences de la vie. D'accord. C'est bien ça. Ouais, c'est très bien, vous voyez, ça marche aussi. Peut-être juste aussi pour complémenter, en tant qu'Américain, je ne vais pas essayer d'utiliser des mots anglais. Oui, et d'ailleurs, John me disait en antenne qu'a priori, il en faisait moins que nous, justement, des c'est le test, alors. Non, en fait, les bâtiments de logistique ont beaucoup évolué dans les 20 dernières années. On a toujours un peu cette idée de un bâtiment un peu vide. De l'entrepôt Amazon, quoi. En gros, voilà l'image qu'on fait. Oui, sauf que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu une révolution qu'on a vue dans les 15-10 dernières années, où on a beaucoup d'automatisation. Donc, ces bâtiments deviennent de plus en plus du industry light, léger ou légère. Et on voit aussi maintenant vraiment une transformation de ces bâtiments. Ça veut dire que 3 fois la valeur du bâtiment, en fait, c'est dans toute cette partie d'automatisation. Donc, on va avoir un bâtiment où il y a beaucoup de convoyeurs. Oui, c'est pas juste un truc qui fait rien, qui est avec... Absolument. Donc, on va avoir de l'impression 3D. On va maintenant de plus en plus de robotique pour pouvoir stocker beaucoup plus. Ça veut dire qu'Amazon, maintenant, ils ont investi il y a déjà une dizaine d'années dans la robotique, qui fait en sorte qu'on peut entasser tous les racks. Je suis désolé, je n'ai pas de mots français pour ça. Non, vous inquiétez pas. Justement, on stocke maintenant jusqu'à 50% plus. Mais pour maximiser l'usage de ces espaces, en fait. Absolument. Alors, je vous regarde, Julien, vous aussi, vous mettez quoi dans cet immobilier logistique ? On a fait le tour ou il y a quelque chose, un actif précis que vous mettez dedans et qu'on n'aurait peut-être pas mis dedans ? En fait, ces messieurs ont bien résumé l'ensemble des... Ils sont pas mal, hein. Ils sont plutôt bons, je comprends pourquoi ils sont invités régulièrement. En fait, effectivement, l'immobilier logistique, on inclut l'ensemble de ces différents actifs. C'est vraiment toute l'infrastructure qui permet à l'économie de fonctionner. On s'en est rendu compte, on s'en rend compte à chaque fois qu'on a une nouvelle crise, Covid ou problématique du détroit d'Ormuz par exemple. La supply chain, c'est vraiment tout ce qui permet d'avoir une industrie compétitive, des commerces efficaces, de pas être dépendant des autres, de pouvoir effectivement d'avoir une souveraineté économique qu'on entend régulièrement sur vos plateaux en ce moment. Et donc l'immobilier logistique, c'est véritablement le socle de tout ce système circulatoire de l'économie. C'est vraiment ce qui permet, un peu comme le cœur humain, de drainer l'ensemble de notre corps et de pouvoir se mouvoir. Donc l'immobilier logistique, c'est vraiment la même chose. Mais alors, vous le disiez quelque part, Julien, c'est qu'effectivement, à chaque crise, la dernière importante qui nous a révélé quand même nos besoins de se faire livrer, c'était quand même, vous le disiez, le Covid. J'ai quand même ce petit sentiment qu'on arrive peut-être au bout. Alors, on sent un début quand même de ralentissement de l'intérêt de l'immobilier logistique, mais il y a aussi plein de freins, hein, on va pas se mentir, parce que pour des entrepôts, il faut qu'il y ait des terrains, et il faut qu'il y ait la possibilité de construire ces entrepôts, quoi qu'on y mette dedans, qu'ils soient robotisés ou pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez qu'on est arrivé un petit peu au bout du bout, ou vous pensez que c'est un secteur qui est très résilient aujourd'hui, messieurs ? Nous, on le voit comme un secteur extrêmement résilient, c'est-à-dire qu'on est en fait au début, les besoins, alors qui étaient pré-Covid, notamment en e-commerce, sont des entrepôts qui ont besoin de plus de surface, parce qu'avant, on traitait des flux, souvent de départ pour aller livrer des magasins. Aujourd'hui, on traite des flux de départ, mais aussi des flux de retour. Donc, il faut beaucoup plus de place. Aujourd'hui, il y a peu d'entrepôts qui sont adaptés à faire ces flux. Donc, il faut effectivement ce type de bâtiment. Ça, c'est une première chose. Après, il y a le point que vous avez mentionné, qui est le fait qu'on a une recherche de souveraineté. Toutes les crises que l'on a vécues ont mis à mal la supply chain, hein, c'est ce qui vient d'être dit, et donc il y a cette volonté stratégique de l'Europe de réimporter une partie de notre stockage sur le continent pour éviter d'avoir à dépendre de flux qui n'arriveraient plus et qui seraient bloqués. Donc on est passé d'une logique qui était une logique de juste à temps à une logique de stockage dans le mot anglais, just in case. juste au cas où. Il faut mon stock tampon qui me permet de faire face
à cette pénurie qui pourrait être un oui, ce que disait Julien sur la crise, par exemple, typiquement là, de ce qu'on vit au Moyen-Orient, le blocage du détroit d'Ormuz, ce qu'on a vécu au moment de la guerre, du déclenchement de la guerre en Ukraine, en fait, à chaque fois se dire il faut que j'ai les stocks suffisants pour pas que la géopolitique puisse m'empêcher d'avoir accès à certains produits. Ou un accident. Souvenez-vous du blocage du canal de Suez. C'était un porte-conteneur qui avait fait une fausse manœuvre et qui avait bloqué le canal de Suez. Donc, on a ces besoins de bâtiments et on est en train de les déployer. Et après, vous avez mentionné un point qui est qui est la contrepartie, c'est la disponibilité des fonciers. Et là, je pense que chez les promoteurs, c'est un vrai sujet. Oui, en fait, il y a une autre dimension par rapport à ça, ce que dit Romain, c'est qu'en fait, il ne faut pas oublier que depuis 2017 jusqu'à 2021, 2022, l'argent ne coûtait rien. Ouais. Donc le modèle économique pour justement investir dans ces bâtiments était très très intéressant. Et en plus, c'était l'actif le plus intéressant puisqu'on pouvait avoir un locataire pendant 15 ans. Enfin, il y avait certains atouts d'avoir ces actifs. Et arrive bien sûr donc la guerre en février 22. On voit donc tout d'un coup les taux d'intérêt qui explosent, qui multiplient par 3, tout le monde pensait que les taux d'intérêt zéro c'était normal, c'était pas normal. On est revenu sur donc en fait on a vu effectivement le marché qui a baissé. Donc, on a eu quand même 22 des taux de construction à des très, très élevés. Aujourd'hui, on est sur du demande placée qui est descendu de 6 millions à 3 millions. Ah ouais, divisé par 2 quand même. Hein. Divisé par 2. On est en dessous de la moyenne des 20 dernières années. On est au-dessous de la moyenne des 5 dernières années. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'on était très haut. Et donc, je pense que ce qu'on voit en France, donc on a aussi un taux de vacances dans les entrepôts autour de 7% dans le premier trimestre de l'année en cours, ce qui est très élevé. Donc il faut juste pour rappeler à tout le monde que 5% on est dans l'équilibre, à 7%, on a une surcapacité. Mais John, s'il y a de la vacance, c'est qu'il n'y a pas de demande du coup ? Je pense qu'en France, on est un peu dans l'attentisme. Donc on est en train de voir ce qui va se passer. Mais je pense que les fondamentaux sur la France, c'est quand même assez solide quand même. Il ne faut pas oublier, on est sur 4 milliards d'euros d'investissement quand même dans les bâtiments logistiques. Et pour GSE, le grand paradoxe dans tout ça, c'est qu'on a fait une de nos meilleures années jamais vues dans la logistique en fait. Que vous expliquez ? Alors en fait, parce que là on vient d'expliquer qu'en gros c'était pas la joie, mais en fait quand même pour GSE c'est la meilleure année. En fait, attention John, parce que quand vous tapez la table, ça pique un peu dans le micro. Me dit-on en régie. Donc l'explication en fait, pour le faire très simple et très rapidement, c'est qu'en fait, comme on a vu un marché qui a beaucoup augmenté, tous les concurrents ont augmenté aussi. Maintenant que le marché a baissé, on retrouve tout le monde. Il faut utiliser l'analogie américaine, je suis désolé. Allez-y. Rising tide rises all boats. Donc la marée monte, tous les bateaux montent. Maintenant, on a vu que la marée baisse et tout d'un coup, ça devient très concurrentiel. GSE qui est plutôt bien positionné, étant un des grands, avec beaucoup de savoir-faire, expertise, se retrouve donc en train de reprendre certains dossiers en fait. Julien, votre anticipation de marché, là, compte tenu de ce mouvement qu'on connaît aujourd'hui, c'est quoi justement sur cet immobilier logistique et les défis qu'il y a encore à relever quand même? Alors il y a énormément de défis. Moi, juste pour l'anecdote, je suis tombé dans le bassin de l'immobilier logistique il y a près de 20 ans. Et à l'époque, on m'avait dit tu ne devrais pas aller sur ce secteur, c'est pas très porteur. Et c'est vrai qu'on était rarement invité des plateaux télé. C'est parce que vous regardiez pas à l'époque BFM Business, on a toujours été là-dessus. Et donc aujourd'hui, effectivement, on peut pas simplement créer un entrepôt, une messagerie, un bâtiment d'activité performant. On doit vraiment créer quelque chose de différent et prendre en compte les nouvelles tendances. Une des tendances, c'est par exemple le bien-être des collaborateurs. Aujourd'hui, les bureaux à l'intérieur d'un entrepôt sont proches de ce qu'on trouvait dans des immeubles purement tertiaires. Ouais. De la même façon, forcément, au niveau énergétique, on ne peut pas consommer de la même manière. Donc, on doit avoir des bâtiments de plus en plus performants. Et bien évidemment, ça a été précédemment dit, mais la sobriété foncière fait partie intégrante de notre métier de développeur. Et aujourd'hui, par rapport à ces problématiques, nous, on a, par exemple, au sud de Paris, retravaillé un entrepôt qui était totalement obsolète. Et parmi les travaux, on peut indiquer qu'on a totalement dépoussiéré le mode de chauffage pour transformer la chaufferie gaz en un système de pompe à chaleur qui tire son énergie verte des ombrières photovoltaïques qu'on a intégrées en parking.
Et de la même façon, on a une de nos stratégies d'investissement, puisqu'on est à la fois développeur mais aussi investisseur. Et une des stratégies d'investissement qu'on a mis en place, c'est de nous positionner sur des sites où la densité est très faible, pour justement demain reconvertir. Alors, ce sont par exemple des magasins, des sites de stockage de matériaux, des petites messageries où la densité est de 10-15%. Et notre objectif, c'est qu'à moyen et long terme, on puisse monter 50-60% d'occupation au sol. Mais c'est hyper intéressant ce que vous dites, mais ça veut dire que ça nécessite des investissements qu'on n'imaginait pas. C'est-à-dire que le rendement qu'on trouvait sur l'immobilier logistique, parce qu'après tout, ça nécessitait pas beaucoup finalement, entre la robotisation, le fait qu'il faille justement peut-être les mettre aux dernières normes énergétiques parce que la responsabilité sociale et environnementale. Est-ce que oui, c'est un segment résilient, mais qui sera peut-être de moins en moins rentable demain, Romain ? Je ne pense pas que ce soit un segment qui soit de moins en moins rentable. C'est un segment sur lequel il y a des besoins. Donc, certes, j'entendais ce qui était dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on voit un peu moins de demandes locatives. Par contre, la tendance de fond est très positive. Et donc, les taux de rendement, si on parle de taux de rendement, certes, se sont compressés, donc ils sont un peu moins rentables, mais ils restent quand même à des niveaux qui sont intéressants aujourd'hui. Alors, pas forcément sur du neuf, mais sur des actifs un peu plus anciens, vous êtes sur des taux de rendement de 7%. Vous pouvez même, en fonction des pays, aller sur des taux qui sont plus élevés. Avec des bâtiments, parfois, qui sont très adaptés à leur utilisateur. Et quand ils sont très adaptés à leurs utilisateurs, ils ont investi énormément dans leur automatisation, c'est ce qui était dit. Et comme ces machines valent beaucoup plus cher que l'enveloppe, en fait, le locataire reste dans son bâtiment sur des durées très longues. Nous, on voit... Il y a une sécurité. On fait des opérations en anglicisme, sell and leaseback, désolé. On re-signe des baux qui vont jusqu'à 20 ans. C'est-à-dire que les locataires savent qu'ils vont rester dans leur bâtiment sur des très longues périodes. Mais c'est pour ça que je vous pose la question, Romain. C'est que souvent, quand on a cette forme de sécurité du maintien du locataire en place, on a souvent des rendements qui sont moins élevés. C'est vrai, mais vous le récupérez à d'autres moments. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas le turnover du locataire, vous n'avez pas de petits travaux à faire, vous n'avez pas le temps de recherche, le temps, les coûts pour payer l'agent commercial qui va trouver un nouveau locataire. Et donc ça, sur le long terme, ça fait des performances qui sont souvent meilleures. On parlait de la disponibilité du foncier, c'est un truc qui m'intéresse, zéro artificialisation nette, tout ça, je pense que ça intéresse beaucoup de gens. Julien disait, vous allez dans des... Alors, je sais, dans le sud de Paris, j'imagine que donc, quand vous dites... On est à Comble-la-Ville, exactement. Voilà. Seine-et-Marne. On n'est pas au cœur de Paris, quoi. Pourtant, on a beaucoup parlé des entrepôts, le dernier kilomètre, tout ça, machin. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on crée des entrepôts, messieurs ? Enfin, justement, par rapport à la politique environnementale aussi liée à ça et on va dire à la sobriété foncière. John, on va où en construire ? Oui, alors, on parle toujours de la dorsale, on parle toujours maintenant de la Loire-Atlantique. On voit effectivement, maintenant, on a, nous, toute une stratégie autour des friches. Il y a quelque chose comme 40 000 friches en France, donc il y a beaucoup de capacités. On va construire en hauteur, donc il y a plusieurs solutions qui sont adaptées à ça. Mais bien sûr. Donc il y a quand même plusieurs solutions qui sont possibles. Bien sûr, la ZAN, ça donne un challenge. Zéro artificialisation nette, je redis pour le lexique. Voilà. Donc oui, il y a des solutions, effectivement, où on trouve des solutions. Mais les collectivités locales accueillent des entrepôts facilement aujourd'hui ? L'acceptabilité, effectivement, c'est un sujet qui est assez prégnant dans nos dossiers. Et c'est pour ça qu'il y a des enjeux environnementaux quand on a, vous le disiez, recouvert de panneaux solaires pour alimenter la PAC de l'entrepôt, etc. Est-ce que c'est une espèce de cahier des charges que vous faites volontairement ou qui est finalement un peu imposé par les collectivités locales pour qu'elles acceptent le projet ? À mon sens, non. L'immobilier logistique a toujours été précurseur. Alors, les normes ne sont pas un frein, sont souvent justement une motivation. Des fois, elles viennent contrecarrer parce que une centrale photovoltaïque, c'est pas forcément facile à implanter sur un bâtiment en fonction des produits qu'on stocke à l'intérieur. Et donc, effectivement, l'acceptabilité, ça peut être un frein. C'est aussi, par contre, vous parliez tout à l'heure des taux de rendement, c'est aussi ce qui fait la valeur de cet immobilier, puisqu'il est assez rare à construire et de plus en plus rare à construire. Et donc, aujourd'hui, on travaille sur les friches. Alors, les friches, il y en a 40 000.
Je ne connaissais pas le chiffre exact. Mais par contre, je peux vous garantir que sur les friches, il y en a très peu qui permettent de réimplanter des entrepôts logistiques. Nous, on est en train de travailler, et c'est très difficile aussi, on est en train de travailler un projet au nord d'Orléans où on a récupéré une ancienne sucrerie d'une 50aine d'hectares. Ça fait 5 ans qu'on est sur le dossier. Ouais. On arrive tout juste à l'obtention des autorisations de construire et d'exploiter. Après 5 ans. Bah c'est ça le sujet en fait. On a vu passer 3 préfets, donc je peux vous garantir que du coup... Ça fait moins de ministres du logement. Quand on dit que en France, malheureusement, c'est assez long, je peux vous garantir que c'est très long. Oui, c'est ça le principal frein. Hein. Mais l'emploi, c'est quand même un facteur clé dans la décision, bien sûr. Sur la partie panneaux photovoltaïques, il faut savoir que maintenant, aujourd'hui, dire à un client, vous saurez le prix d'électricité dans 5 ans dans votre bâtiment, c'est très intéressant en fait. Donc c'est un argument quand même qui séduit certains utilisateurs. La loi dit 20%, mais aujourd'hui, il y a des clients où nous, on a installé 80%. Donc, en fait, ils surproduisent, ils revendent. Oui, mais c'est intéressant. Bon, messieurs, il nous reste que 6 minutes. Et maintenant qu'on a parlé globalement de l'état de ce marché, de ce que je mettais dans ce marché, je voudrais que vous me disiez à moi, particulier, à celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, parce que j'imagine que ça intéresse les grands investisseurs, mais comment un particulier peut investir, placer son épargne dans cet immobilier logistique? Quel type de véhicule je peux trouver? De quoi il faut que je me méfie? Est-ce que j'investis sur la logistique en France? Est-ce qu'ailleurs, à l'étranger, il y a des opportunités aussi? Allez, vous avez 5 minutes 30 maintenant que j'ai fait mon petit speech, Romain. C'est vrai qu'il n'est pas simple d'acheter un immeuble logistique. C'est ça, je ne vais pas acheter un entrepôt demain. On achète un appartement, donc il y a des véhicules d'épargne, il y a les SCPI qui permettent de s'exposer à la performance de l'immobilier logistique. Dans les SCPI, il y a plusieurs types de véhicules. Il y a ceux qui font de l'immobilier diversifié, il y a un petit peu de tout, et puis il y a les véhicules spécialisés. Chez Théorème, nous, on a un véhicule spécialisé qui ne fait que de l'industriel et de la logistique en Europe. Alors, on n'en fait pas en France. Et donc, quand le particulier rentre dans ce véhicule, des 1 000 euros, hein, donc vraiment un ticket d'entrée hyper faible. Ouais. Voilà, accessible vraiment à tout le monde. Cet épargnant est exposé à la performance de l'immobilier logistique dans les grands pays européens. Alors, tout à l'heure, vous me parliez de 7-8%. C'est combien le taux de rendement de votre SCPI? Notre SCPI, l'an dernier, a distribué 6,21% et a eu une performance globale annualisée. Ça, c'est le terme approprié, donc qui cumule le rendement qui a été versé tout au long de l'année. Donc, on verse un dividende trimestriellement, plus la croissance de la valeur de la part qui avait été de 2%. Parce que là, il n'y a pas eu de baisse de prix de part. Hein. On va faire je fais un pas de côté sur la SCPI, le marché des SCPI. On en reparlera la semaine prochaine. Merci de me donner la parole là-dessus, puisque effectivement, c'est un véhicule qui a été lancé fin 2022, donc les prix avaient commencé à baisser. Déjà, donc on a pu se positionner à des prix déjà corrigés. Messieurs, comment j'intéresse mes auditeurs et téléspectateurs à cet immobilier logistique? Alors, nous, on est moins touchés directement par ce genre de véhicules, mais disons que c'est un actif sur lequel ça fait 50 ans, en fait, notre 50 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire, GSE. Merci. Et en fait, c'est un actif sur lequel on a démarré notre métier. On y est aujourd'hui, c'est toujours vraiment un peu une grande partie de notre chiffre aujourd'hui. C'est un actif qui continue. On est toujours, je ne dirais pas étonné, mais on voit que cet actif est toujours attrayant. C'est-à-dire qu'il y a 20-25 ans, il y avait des investisseurs très spécialisés. Aujourd'hui, c'est très généralisé, en fait. Donc, c'est un actif qui continue vraiment à avoir un certain... Et qui est de plus en plus populaire, quelque part. Populaire avec énormément de précautions. J'utilise ce mot, mais enfin, quand même. Et puis, on apprend aussi de ce que c'est que cet immobilier logistique. Julien, juste de quoi je dois me méfier quand même, quoi? Parce que là, je suis en train de dire l'immobilier logistique, c'est super résilient. Il y a des rendements de 6, 7, 8%. Ça a de l'avenir. Il y a quand même, j'imagine, des bons choix et des arbitrages à faire quand je regarde cet immobilier logistique. Marie, la règle en immobilier, elle est relativement simple. L'emplacement. Location. Ah, il l'a fait. Donc, partant de là, effectivement, c'est quelque chose qui s'adresse plutôt à des initiés. Donc, pour les particuliers, je pense que le format de la SCPI est un très bon format, effectivement, puisqu'on se repose sur un gérant qui maîtrise et qui a cette expertise. C'est véritablement pas un actif comme les autres, dans le sens où il faut s'intéresser à l'emplacement, comme je viens de le dire, mais aussi aux caractéristiques
du bâtiment. En fonction de ses caractéristiques, s'il est trop typé pour un utilisateur donné, le jour où cet utilisateur... C'est ça, la réversibilité de l'usage peut être plus complexe. Donc là, on peut avoir des difficultés ensuite locatives. Ouais. Mais sinon, je pense que c'est réellement... Enfin, j'en suis convaincu, parce que à titre personnel, aussi bien sur Fire que même à titre personnel, j'investis sur cette classe d'actifs, mais c'est un véritable levier de diversification. Et dans un portefeuille, je pense que c'est vraiment une bonne allocation. Faut-il miser sur le bon gérant. Bien sûr, mais par exemple, je sais, il reste 1 minute 30 et Alban en régie va me fâcher si je rentre en retard, mais par exemple, si je regarde toutes les autres classes d'actifs qu'on nous a vendues pendant des années, bon, évidemment, je ne vais pas refaire du bureau bashing, mais quand même, et notamment le bureau, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire qu'effectivement, si je dois le comparer aux autres... Non, parce que, pour moi, l'immobilier logistique, la différence avec du bureau, c'est que le bureau, c'est un service. C'est pas un besoin fondamental. L'immobilier logistique, et c'est ce qui explique sa résilience, c'est qu'on en a toujours eu besoin. Autrefois, c'était des greniers, et on en aura toujours besoin. Tant qu'on aura besoin de se nourrir, de consommer et de bouger, on aura besoin d'immobilier logistique. Et avec une évolution des utilisateurs aussi, puisqu'on a vu la grande distribution, puis après c'était le e-commerce, après c'est les 3PL. Donc effectivement, il y a toujours une évolution dans l'utilisation. Et les centres de données maintenant, puisque c'est simplement du stockage numérique. Oui, parce que c'est ça, vous me disiez, vous mettiez tous les trois finalement un peu le data center dedans, quoi. C'est une partie de logistique, du stockage de données, c'est bien du stockage. Bon voilà, on a fait la promo de l'immobilier logistique pendant 25 minutes. Mais n'oubliez pas quand même, vous lancez pas non plus à l'aveugle. Encore une fois, vous me disiez, pour les initiés, dans certains cas, et puis savoir dans quoi on investit. Puis sinon, il y a des SCPI. Ça vous permet de mettre un petit pied dedans, un petit orteil dedans, et puis de voir si ça vous plaît. Cet immobilier logistique, on en reparlera parce que a priori, c'est passionnant et ça a quand même franchement de l'avenir en France. On arrêtera avec le bureau bashing bientôt, mais il n'y en a aucun de vous qui fait du bureau. C'est ça le truc. Non, mais à un moment, il faudra aussi qu'on parle du logement parce que c'est ce qu'on disait quand on comparait le bureau au logement en disant on aura toujours besoin de logistique, mais est-ce qu'on n'aura pas encore plus besoin de logement demain versus tout le reste? Il faudrait qu'on se pose la question un jour. Merci à tous les trois. Merci à John Balté, le directeur marketing de GSE. Merci à Julien Mongouin, cofondateur de Fire. Et merci à Romain Welch, le président de Théorème, d'avoir été avec nous dans les experts de l'IMO. Les experts de l'IMO qui reviennent demain sur BFM Business. Les experts de l'IMO sur BFM Business.